Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, c'est une affaire qui circule, là, qu'il y a bien des Mexicains, puis les gens des cartels mexicains sont venus s'installer chez nous. D'ailleurs, c'est un des reproches de Trump. Mais là, on a quand même un exemple concret de quelqu'un qui vivait paisiblement dans l'ouest de Montréal avec un solide dossier au Mexique, là. Ben, bien sûr, je te parlerai des chiffres ensuite qui viennent appuyer la présence des cartels mexicains au Canada, mais je te parle, pour commencer, de Jorge Luis Villalón Torres, un fugitif activement recherché au Mexique. La justice mexicaine offrait 100 000 pesos mexicains pour sa capture et la mère d'une de ses victimes, elle, 500 000 pesos. Qui était-il? C'était un homme lié au cartel de la drogue près de Michoacán, donc ville portuaire du Mexique. Et Monsieur Villalón Torres est arrivé au Canada en 2023, en octobre 2023, alors qu'il était recherché par les autorités mexicaines, alors que on le savait très violent, sous son vrai nom, selon nos informateurs, et est venu s'installer dans l'ouest de l'île de Montréal, à Pierrefonds, pour être plus précis, où il coulait une existence relativement tranquille et où il a réussi, d'ailleurs, à obtenir un permis de conduire sous son vrai nom. Il y a 2 semaines, et à opérer un petit business de lavage à haute pression. Alors, voilà ce qui est très particulier dans cette histoire-là. Ça, c'est un homme de 48 ans que l'on surnomme El Marino. C'est lui là qui est venu refaire sa vie à Montréal. El Marino, en 2023, a tué un adolescent de 16 ans qui se trouvait dans une camionnette avec sa mère. Et il a été recherché pour cet homicide, l'homicide d'Alexander Ortiz. Il aurait fait feu lorsque deux individus à moto auraient tiré à plusieurs reprises en direction du jeune homme, Ortiz Cortez. Le tireur aurait crié « Ton heure est venue » et cela vient de ton ami Villalón. Donc Villalón, c'est celui dont on parle, là, notre fugitif. Donc lui, il n'aurait pas commis l'assassinat, il aurait commandé des sous-traitants. Oui, exactement, c'est le commanditaire de cet assassinat. Si on va plus loin dans cette histoire-là, on apprend aussi que Villalón était responsable de la sécurité pour l'entreprise de la mère de l'adolescent qui l'a tué dans une petite ville tout près là, de Michoacán. C'est dont je te parlais au début. Et il en avait contre son ancienne patronne, il l'accusait de ne pas la payer assez, et là, il a offert à des collègues de l'argent pour aller la tuer. Ils ont tué son fils à la place. Sauf qu'il n'y a pas juste ça qui lie Villalón à des événements de violence. On a contacté plusieurs personnes, dont des sources mexicaines hier. Tu sais qu'il y a quelques mois, on est allé au Mexique faire un reportage sur les cartels. Ça nous a permis d'établir des liens. Alors, El Marino a des liens avec les cartels mexicains. J'ajoute à ça les révélations du média mexicain La Cilarota. On s'est intéressé à lui dans le passé pour des questions de blanchiment d'argent, de délinquance organisée. Il aurait volé une cargaison de drogue à un cartel de Michoacán, ce qui lui aurait valu d'être menacé, sa famille assassinée, d'ailleurs. Et puis là, c'est ça, tu sais, je veux dire, lors de sa comparution, parce que lundi... Lui, il s'est présenté dans un aéroport au Mexique avec son passeport, tout ça. Il a sorti du Mexique, pris l'avion, débarqué à Dorval. Il s'est pris un hôtel, il s'est cherché une place. J'essaie d'imaginer, puis il s'est installé dans l'ouest de Montréal, puis la vie est belle. Fonder une entreprise, demander un permis de conduire. Fonder une entreprise, demander un permis de conduire. Et vivait ici, ma foi, en toute impunité. Alors, là, il y a 2 choses que ça soulève dans ma tête, puis mon petit doigt me dit que ça soulève dans la tienne aussi certaines interrogations. Si tu es capable de t'en venir ici sous ton vrai nom, puis de demander un permis de conduire, puis d'incorporer une entreprise, le grand plan à la frontière d'1 milliard de dollars, là, fait pour répondre aux allégations de Trump sur la présence des cartels puis du fentanyl, mais surtout le fentanyl au Canada. Tu commences par le début, là.
qu'il y a une forme de Mais signal. là, on a qui déjà soit remis les visas sur les Mexicains, là, sous la pression du Québec. Le fédéral a remis les visas. Donc, ça serait, à mon avis, une coche plus difficile aujourd'hui qu'à la date où il l'a fait. Peut-être, tu as absolument raison. Par contre, tu sais, ouais, c'est ça. Là, au sujet de la levée de l'obligation des visas pour le Mexique, tu sais que depuis 2009, là, on avait imposé une obligation de visa. Après ça, donc, on a annulé cette obligation, on l'a remise, ça a eu un effet. Sauf que si je regarde les documents obtenus par l'accès à l'information sur les criminels issus des cartels de la drogue qui sont au Canada présentement, parce qu'il y en a un chiffre. Il y en a un chiffre. Ah oui. Et c'est 400 personnes environ qui sont soupçonnées de tout type de criminalité. Donc, 400 individus d'origine mexicaine qui se sont trouvés au Canada au cours des dernières années. Alors, mais il y en a là-dedans, il y en a peut-être qui fuient le crime ou qui fuient la... Mais à mon avis, il y en a un bon nombre là-dedans qui sont juste devenus les relais en sol canadien, là, tu comprends, les succursales dans un nouveau territoire des cartels mexicains, non? Ils sont... c'est ce que nos sources nous disent, puis à plus d'une reprise, elles nous l'affirment, nous le confirment à l'Agence des services frontaliers, puis dans les organisations policières, que ce sont majoritairement des collaborateurs, des émissaires, puis comme tu dis, des représentants des cartels ici. Alors, les représentants commerciaux. Alors ça, c'en est un problème. Des représentants, des délégués commerciaux, des attachés, tu sais, comme dans les ambassades, là, les attachés commerciaux, là, les attachés commerciaux. Des cartels chez nous. En tout cas, à l'aéroport d'Orval, quand c'est écrit Bienvenue au Canada, c'est sincère, là, c'est facile de rentrer. Tout le monde a bandit n'importe quoi. Ouais, tout le monde est bienvenu au Canada. Si t'es chanceux, t'arrives quand quelqu'un a fait une mise à jour informatique. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé cette nuit dans Saint-Léonard? Un couple d'aînés quand même sauvagement agressés. Oui, 71 et 82 ans blessés lors d'une agression, coup de feu tiré dans l'arrondissement Saint-Léonard, tu le dis. Ce qui est particulier là-dedans, tu sais, je te ferai pas ce qui est normal de dire dans ce cas-là. Les policiers se sont déplacés, c'est bien sûr. Ils ont été blessés au haut du corps, entre autres, non pas par des coups de feu, mais par une force physique qui a été utilisée. Il y a plus d'un suspect, puis un coup de feu tiré, pas plus. Et puis là, les suspects ont pris la fuite à l'arrivée des policiers. C'est juste que ce qui est bien bizarre là-dedans, puis j'envoyais des textos ce matin, le mobile de l'agression est inconnu et on ne conclut pas tout de suite à une erreur sur la personne. Alors, je me demande bien comment un groupe d'individus là, peut agresser un septuagénaire, un octogénaire. Est-ce qu'on pourrait viser l'exemple de leurs enfants? On en veut au fils qui se cache, puis des fois, c'est une menace qu'on entend. Là, je vais aller faire peur à tes parents ou ta mère. Ou... Ça se peut, mais c'est rare. C'est rare qu'on se rend à violenter dans ce cas-là, là, des gens qui ont 70, 80 plus. Alors, ça va mériter un suivi aujourd'hui. Je voulais juste installer ça dans vos esprits, là, qu'il va falloir savoir ce qui en retourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et merci, Félix. À demain. Au revoir.